Une fillette de 11 ans, seule au milieu d'un phare abandonné sur la côte bretonne. Quand les autorités ont enfin poussé la porte, ils s'attendaient à trouver un enfant en détresse, affamé, terrorisé. Ce qu'ils ont découvert à l'intérieur les a laissés sans voix. Mais pour comprendre ce qui s'est passé dans ce phare, il faut remonter bien avant cette porte, bien avant cette côte. Il faut remonter jusqu'à la nuit où Léonie Marchand a perdu la seule personne qui l'empêchait de sombrer. Léonie avait 9 ans lorsque sa mère est morte. Un accident de voiture sur une départementale mouillée, un soir de novembre. Les gendarmes avaient frappé à la porte de l'appartement de Brest à 22 heures. Léonie regardait un dessin animé dans le salon, enveloppé dans un plaid que sa mère lui avait tricoté l'hiver précédent. Elle se souvenait parfaitement du bruit des coups contre la porte, de la voix grave qui avait prononcé des mots qu'elle ne comprenait pas encore tout à fait, et du silence qui avait suivi. Un silence épais, permanent, qui ne l'avait plus jamais quitté. Son père, lui, était parti bien avant. Léonie avait 6 ans quand il avait disparu un matin de mars sans même laisser un mot. Elle gardait de lui des souvenirs fragmentaires, une odeur de tabac, une voix qui chantait faux dans la cuisine, des mains rugueuses qui la soulevaient très haut. Et puis plus rien. Sa mère, Hélène, n'en parlait jamais. Comme si cet homme n'avait été qu'un courant d'air traversant leur vie avant de s'évanouir par la fenêtre. Après l'accident, personne ne s'était présenté pour Léonie. Pas de grands-parents, pas d'oncles, pas de cousins prêts à prendre en charge une enfant silencieuse aux yeux trop grands. Les services sociaux l'avaient orienté vers un foyer d'accueil à Quimper. Le foyer des mouettes, comme il l'appelait. Un nom presque poétique pour un endroit qui ne l'était pas du tout. Le bâtiment sentait le désinfectant et la moquette humide. 26 enfants s'y partageaient des chambres étroites, des repas tièdes et l'attention rationnée de 3 éducateurs débordés. Léonie y avait appris les règles très vite. Ne pas pleurer trop fort la nuit, car ça énervait les plus grands. Ne pas s'attacher aux éducateurs, car ils changeaient tous les 6 mois. Ne pas espérer qu'une famille viendrait la chercher, car les familles préféraient les bébés aux fillettes de 9 ans qui ne souriaient plus. 2 années passèrent ainsi. 2 années de silence, de grisaille, de déjeuners avalés debout et de nuits passées à fixer le plafond en pensant à l'odeur du plaid tricoté. Chaque matin ressemblait au précédent. Le même réveil brutal à 6h30. La même file d'attente devant les douches froides. Le même bruit de couverts en métal dans le réfectoire. Léonie ne causait aucun problème. Elle ne provoquait personne. Elle rangeait son lit au carré, mangeait sans se plaindre, faisait ses devoirs dans un coin du couloir parce que la salle commune était toujours occupée par les plus grands. Elle avait simplement cessé d'exister aux yeux des autres. Une ombre parmi les ombres. Les éducateurs remplissaient ces évaluations trimestrielles avec les mêmes phrases copiées-collées. Enfant discrète, sans trouble du comportement, peu de demandes. Comme si le fait de ne rien demander était une qualité, et non un signe que personne ne lui avait jamais donné de raison d'espérer quoi que ce soit. Mais il y avait quelque chose que personne ne voyait. Quelque chose que Léonie gardait pour elle, comme un trésor caché sous sa discrétion. Léonie dessinait. Elle dessinait depuis l'âge de 7 ans, quand sa mère lui avait offert un carnet de croquis et une boîte de crayons de couleur pour son anniversaire. Depuis, elle n'avait jamais arrêté. Dans les marges de ses cahiers d'école, sur des serviettes en papier, sur des bouts de carton récupérés dans les poubelles du foyer. Elle dessinait des paysages qu'elle n'avait jamais vus, des maisons qu'elle n'avait jamais habitées, des visages qu'elle inventait pour ne pas être seule. Et surtout, elle dessinait des phares. Des phares de toutes les tailles, de toutes les formes, sur des falaises battues par les vagues. Sa mère lui avait raconté, un soir, l'histoire d'un vieux gardien de phare qui vivait seul au bout du monde et qui protégeait les marins perdus dans la tempête grâce à sa lumière. Léonie n'avait jamais oublié cette histoire. L'idée qu'on puisse vivre seul sans être abandonné, qu'on puisse être isolé est pourtant essentiel. Que la solitude puisse être un choix et non une punition. C'est cette idée qui la maintenait debout quand tout le reste s'effondrait. Puis, un matin d'avril, quelque chose changea. L'éducatrice principale du foyer, Madame Guérin, convoqua Léonie dans son bureau. Une femme sèche, aux gestes efficaces, qui gérait les enfants comme on gère un inventaire. Elle annonça à Léonie qu'une famille d'accueil avait été trouvée pour elle. Un couple à Rennes. La procédure prendrait quelques semaines. Léonie devrait quitter le foyer à la fin du mois. Léonie ne dit rien. Elle hocha la tête et retourna dans sa chambre. Mais cette nuit-là, elle ne dormit pas, car elle avait entendu la conversation que Madame Guérin avait eue ensuite, au téléphone, quand elle pensait que personne n'écoutait. Oui, la petite Marchand. 11 ans. Pas de famille.
Pas de recours. Ils la veulent pour les allocations, c'est tout. Non, elle ne posera pas de problème, elle ne parle presque jamais. Léonie serra les poings sous sa couverture. Elle connaissait ses familles. Des enfants du foyer en avaient parlé. Des foyers où les adultes empochaient l'argent de l'aide sociale et traitaient les enfants comme du mobilier. Certains revenaient au bout de quelques mois, plus silencieux qu'avant. D'autres ne revenaient pas du tout. Elle ne serait pas l'un d'eux. Le lendemain, Léonie vola une carte routière dans le bureau de l'éducateur de nuit. Elle la déplia dans les toilettes et chercha la côte. Elle savait que les phares se trouvaient toujours au bord de la mer, sur des pointes rocheuses, dans des endroits que les gens ordinaires n'avaient aucune raison de visiter. Elle repéra un nom, la pointe de Kervadec. Un cap isolé, à l'extrémité d'une presqu'île battue par les vents, loin de tout village. La carte indiquait un phare, mais aucun signe de présence humaine autour. Elle prépara sa fuite avec une patience méthodique. Pendant 4 jours, elle mit de côté des portions de pain, des barres de céréales, 2 bouteilles d'eau. Elle récupéra un sac à dos oublié dans la salle commune. Elle glissa dedans ses crayons, son carnet de croquis, une lampe de poche dont les piles faiblissaient, et le plaid tricoté par sa mère, soigneusement roulé. Le 5e jour, à 5 heures du matin, alors que le foyer dormait encore, Léonie poussa la porte de service dont le verrou était cassé depuis des semaines et s'enfonça dans l'obscurité. Elle marcha. Longtemps. Elle suivit les panneaux vers le nord-ouest, évitant les routes principales, longeant les sentiers côtiers quand c'était possible. Elle dormit une nuit dans une grange ouverte, grelottante mais déterminée. Elle mangea le pain rassis et but l'eau tiède de ses bouteilles. Elle parla à personne. Elle regarda personne dans les yeux. Au matin du 2e jour, elle aperçut la mer. L'odeur la frappa d'abord. Un mélange d'iode et de vent salé qui lui coupa le souffle. Puis l'horizon apparut, immense, écrasant, d'un gris-bleu qui semblait infini. Léonie n'avait vu la mer que 2 fois dans sa vie, lors de sorties organisées par l'école. Mais cette fois, elle la regardait autrement. Pas comme une touriste. Comme quelqu'un qui venait s'y réfugier. Elle suivit le sentier côtier pendant encore 3 heures, escaladant des rochers, traversant des landes hérissées d'ajoncs. La végétation devenait plus sauvage, plus rare. Le vent soufflait de plus en plus fort. Et puis, au détour d'un promontoire, elle le vit. Le phare de Kervadec. Il se dressait au bout de la pointe, solitaire et massif, comme un doigt de pierre pointé vers le ciel. Sa peinture blanche s'écaillait par plaques, révélant la roche grise en dessous. La lanterne au sommet était éteinte, opaque de crasse et de sel. Autour de lui, une ancienne maison de gardien s'accrochait à la falaise, basse, trapue, avec un toit d'ardoise partiellement effondré sur un côté. Une antenne de radio tordue par les vents pointait vers le ciel comme un doigt brisé. Tout semblait abandonné depuis des années. Des herbes poussaient entre les dalles de l'entrée. Une brouette rouillée gisait contre le mur. Les vitres de la maison étaient couvertes d'une croûte de sel opaque. Un cordage effiloché pendait de la rambarde de la galerie, claquant contre la pierre au rythme du vent. L'endroit sentait le varech et l'oubli. Léonie resta un long moment immobile devant le phare, le cœur battant, le vent plaquant ses cheveux contre son visage. Elle ne savait pas encore si cet endroit serait un refuge ou un piège. Mais quelque chose dans la silhouette de cette tour, debout malgré les tempêtes, résistant malgré l'abandon, lui ressemblait tellement qu'elle sentit ses yeux piquer. Léonie poussa la porte de la maison du gardien. Elle résista un instant, puis céda dans un gémissement de bois humide. Ce qu'elle trouva à l'intérieur la surprit. L'endroit n'était pas en ruine. Il était simplement endormi. Les meubles étaient encore là, couverts de poussière mais solides. Une grande table en chêne occupait la pièce principale, entourée de 4 chaises. Une cheminée en pierre prenait tout un mur. Des étagères couraient le long des murs, remplies de livres aux couvertures jaunies. Il y avait des outils de navigation, un compas, des cartes marines roulées, un sextant de cuivre verdi. Et dans un coin, un vieux poste de radio dont les cadrans semblaient encore intacts. Léonie monta l'escalier étroit qui menait à la tour du phare. 122 marches en colimaçon, usées par des décennies de pas. En haut, la salle de la lanterne offrait une vue circulaire sur la mer. À 360 degrés, il n'y avait que l'océan, le ciel et le vent. Pas une seule maison en vue. Pas un seul signe de civilisation. Elle était seule, vraiment seule. Et pour la première fois depuis 2 ans, elle se sentit en sécurité. Mais ce n'est pas cette découverte qui allait changer le cours de l'histoire. C'est ce que Léonie trouva dans le tiroir de la table, le lendemain matin, en cherchant quelque chose pour manger.
Un cahier à la couverture de cuir usé. Dessus, un nom gravé à la main. Yves Kermer, Journal du Gardien. Le premier cahier de Yves Kermer couvrait les années 1982 à 1995. L'écriture était petite, serrée, difficile à déchiffrer. Mais Léonie s'y plongea avec une fascination totale. Yves avait été le dernier gardien du phare de Kervadec. Il y avait vécu 30 ans, seul la plupart du temps, entretenant la lumière qui guidait les bateaux de pêche dans les tempêtes d'automne. Mais ce qui frappa Léonie, ce ne fut pas les descriptions techniques du phare ou les récits de tempête. Ce furent les passages sur les enfants. Yves écrivait qu'au fil des années, des enfants venaient parfois jusqu'au phare. Des fugitifs. Des gamins en errance qui longeaient la côte en cherchant un endroit où personne ne les trouverait. Il les accueillait. Il leur donnait du poisson grillé et du pain. Il les laissait dormir dans la chambre du haut. Et quand ils étaient prêts, il les aidait à trouver de l'aide. Pas en les renvoyant d'où ils venaient, en les orientant vers des gens de confiance. Un curé du village voisin, une institutrice à la retraite, un pêcheur qui avait lui-même grandi sans parents. Le cahier disait « Le phare est fait pour ceux qui sont perdus. La lumière ne juge pas. Elle ne demande pas d'où tu viens. Elle te montre simplement qu'il y a un chemin. » Léonie referma le cahier et resta assise un long moment dans le silence. Elle n'était pas la première. D'autres enfants, avant elle, avaient trouvé ce phare. Et ils avaient été accueillis. Mais Yves n'était plus là. Le cahier s'arrêtait en 1995 avec une dernière entrée datée du 3 novembre. La lumière s'éteint officiellement demain. Les bureaucrates disent que les GPS suffisent. Ils ne comprennent pas que certaines personnes ont besoin d'un phare, pas d'un satellite. Je pars. Mais je laisse la porte ouverte. Pour celui qui viendra après. Léonie comprit alors pourquoi la porte n'était pas verrouillée. Pourquoi les meubles étaient restés en place. Pourquoi les étagères étaient pleines de livres et la cheminée pleine de bois sec. Yves avait laissé le phare prêt pour le prochain enfant perdu. Les premières semaines furent difficiles. Léonie dut apprendre à survivre avec ce que le phare et la côte lui offraient. Elle découvrit un potager envahi par les mauvaises herbes derrière la maison du gardien. Des plants de pommes de terre avaient survécu, redevenus sauvages. Des choux marins poussaient dans les rochers. Elle trouva des conserves dans une trappe au sol de la cuisine, certaines encore bonnes, d'autres gonflées qu'elle jeta prudemment à la mer. Elle apprit à pêcher depuis les rochers, avec une ligne trouvée dans l'atelier d'Yves. Les premiers jours, elle ne prit rien. Puis un maquereau. Puis deux. Elle le fit cuire sur un feu de bois dans la cheminée, maladroitement, en se brûlant les doigts. Le poisson avait un goût de fumée et de sel. C'était le meilleur repas qu'elle avait mangé depuis 2 ans. Elle installa sa vie dans la maison du gardien. La chambre du haut devint la sienne. Elle étendit le plaid de sa mère sur le lit étroit et posa son carnet de croquis sur la table de nuit. Elle nettoya les vitres avec de l'eau de pluie. Elle balaya le sol. Elle remit de l'ordre sur les étagères. Et chaque soir, elle montait au sommet du phare et dessinait la mer. La mer au coucher du soleil. La mer sous les nuages gris. La mer en colère, hérissée d'écume. La mer calme, lisse comme du verre. Son carnet se remplissait page après page. Mais il y avait quelque chose d'autre que Léonie faisait chaque soir, et que personne n'aurait pu deviner. Elle explorait le poste de radio. Yves avait laissé un manuel d'utilisation dans un tiroir, annoté de sa propre main. Léonie ne comprenait pas tout, mais elle était patiente. Elle tourna les boutons, ajusta les fréquences, apprit à distinguer les bruits de fond des signaux. Et un soir, au bout de 3 semaines, quelque chose se produisit. Le poste crépita, puis une voix sortit du haut-parleur. Lointaine, déformée par les parasites, mais humaine. C'était une voix de femme qui parlait en breton, puis en français. Elle donnait des informations maritimes. La météo des côtes. Les avis de coups de vent. Léonie écouta sans respirer, les yeux brillants. Pour la première fois depuis des semaines, elle entendait une autre voix que la sienne. Elle n'osa pas répondre. Pas encore. Mais elle écouta. Chaque soir. Pendant des jours. Et c'est en écoutant la radio qu'elle apprit quelque chose qui allait tout changer. Un soir de mai, la voix sur la radio mentionna un avis de recherche. Une fillette de 11 ans, disparue d'un foyer d'accueil à Quimper depuis 3 semaines. Cheveux châtains, yeux clairs, probablement en direction de la côte. Les autorités demandaient à toute personne l'ayant aperçue de contacter la gendarmerie. Léonie éteignit la radio d'un geste brusque. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Il la cherchait. Pendant un instant, la peur revint. La peur du foyer,
des familles d'accueil, des adultes qui décidaient de sa vie sans lui demander son avis. Puis elle regarda autour d'elle. La chambre propre, la vue sur la mer, le carnet rempli de dessins, les étagères de livres, le bois dans la cheminée, le poisson séché qu'elle avait appris à préparer. Elle avait construit quelque chose ici. Pas grand-chose aux yeux du monde. Mais pour elle, c'était tout. Et c'est exactement à ce moment-là que Léonie entendit un bruit dehors. Pas le vent, pas la mer, pas un oiseau, un sanglot. Elle descendit l'escalier en silence et entr'ouvrit la porte de la maison du gardien. Dans la lumière mourante du crépuscule, elle aperçut une silhouette recroquevillée contre le mur extérieur du phare. Petite, tremblante, un garçon. Il ne devait pas avoir plus de 9 ans. Des vêtements déchirés, des chaussures trouées, un visage couvert de terre et de larmes. Il tenait contre lui un sac en plastique qui contenait tout ce qu'il possédait. Léonie s'approcha doucement. « Eh ?» Le garçon sursauta et recula, les yeux écarquillés de terreur. « N'aie pas peur, » dit Léonie. « Je suis comme toi. » Le garçon la regarda un long moment. Puis il murmura un prénom. « Théo. » Léonie hocha la tête. « Viens, Théo. Il y a du feu à l'intérieur. Et du poisson. » Théo la suivit en silence. Il s'arrêta sur le seuil de la maison du gardien et regarda l'intérieur comme s'il n'arrivait pas à croire qu'un endroit pareil puisse exister. Le feu dans la cheminée, les livres sur les étagères, l'odeur de bois et de sel, les dessins de Léonie accrochés au mur avec des épingles trouvées dans un tiroir. C'était modeste, rudimentaire, mais c'était un foyer. Un vrai, pas celui que des adultes avaient nommé ainsi pour remplir des formulaires. Un endroit où quelqu'un avait décidé, par choix, de créer de la chaleur. Il s'assit près du feu et mangea un morceau de poisson grillé sans dire un mot. Ses mains tremblaient tellement qu'il avait du mal à tenir le morceau. Léonie ne fit aucun commentaire. Elle s'assit en face de lui et dessina, simplement, comme si sa présence était la chose la plus naturelle du monde. Cette nuit-là, Théo dormit dans la chambre du haut, enveloppé dans le plaid tricoté par la mère de Léonie. Elle le veilla longtemps depuis l'escalier, assise sur une marche, sans faire de bruit. Et quand le garçon cessa enfin de trembler dans son sommeil, elle remonta au sommet du phare et ouvrit le cahier d'Yves Kermer à la dernière page. Elle prit un crayon et écrivit en dessous de la dernière entrée du gardien. 17 mai. Un garçon est arrivé ce soir. Il s'appelle Théo. Le phare est toujours ouvert. La lumière continue. Théo ne parla pas pendant 2 jours. Il mangeait ce que Léonie lui donnait. Il la suivait comme une ombre, silencieux, les yeux baissés. Léonie ne lui posa aucune question. Elle savait que les mots viendraient quand il serait prêt. Le 3e jour, assis sur les rochers face à la mer, Théo raconta. Il venait de l'Orient. Ses parents étaient séparés. Sa mère était malade, hospitalisée depuis des mois. Son père buvait. Et quand il buvait, Théo n'était pas en sécurité. Un voisin avait fini par appeler les services sociaux. Théo avait été placé temporairement chez un oncle qui ne voulait pas de lui et qui le faisait travailler dans son jardin du matin au soir, par tous les temps, sans jamais l'inscrire à l'école. Un matin, Théo avait pris la route à pied. Il ne savait pas où il allait. Il avait simplement suivi la côte vers l'ouest, en dormant sous les ponts et en mangeant ce qu'il trouvait. Léonie écouta tout sans l'interrompre. Quand il eut fini, elle dit simplement « Tu peux rester ». À partir de ce moment, tout changea. Léonie n'était plus seule. Et cette responsabilité la transforma. Elle organisa des routines. Le matin, ils entretenaient le potager et pêchaient ensemble. L'après-midi, elle faisait la classe à Théo avec les livres trouvés sur les étagères d'Yves. Lecture, géographie, histoire. Théo apprenait vite. Il posait des questions sur les cartes marines, sur les étoiles, sur les marées. Son esprit, si longtemps étouffé, se dépliait comme une voile sous le vent. Et puis d'autres arrivèrent. Une semaine après Théo, ce fut Inès. 13 ans, en fuite d'un centre éducatif à Vannes où elle subissait du harcèlement depuis des mois. Elle avait entendu une rumeur, chuchotée entre enfants placés, comme un mythe. Quelque part sur la côte, il y avait un phare où les enfants perdus pouvaient se cacher. Puis Noé, 10 ans, abandonné par sa famille d'accueil quand celle-ci avait déménagé sans prévenir les services sociaux. Il avait erré pendant 2 semaines avant de trouver le sentier côtier. Et enfin, Camille, 12 ans. Elle ne disait presque rien de son passé. Seulement qu'elle ne retournerait jamais là-bas. 5 enfants, dans un phare abandonné, au bout du monde. Léonie les organisait avec une assurance qui surprenait même les plus grands.
Elle attribua des tâches. Théo pêchait. Inès, qui avait des connaissances en botanique apprises dans les livres, s'occupa du potager. Noé collectait du bois. Camille cuisinait, avec un talent inattendu pour transformer 3 ingrédients en quelque chose qui ressemblait à un repas. Léonie, elle, continuait de dessiner. Mais ses dessins avaient changé. Ce n'étaient plus des paysages solitaires. C'étaient des portraits. Les visages de Théo, d'Inès, de Noé, de Camille. Elle les dessinait avec une tendresse minutieuse, en captant dans chaque trait ce qu'elle voyait en eux. Pas des enfants cassés, mais des survivants lumineux. Et chaque soir, elle montait au sommet du phare et écrivait dans le cahier d'Yves. Les semaines passèrent. Le phare reprit vie. Les enfants réparèrent les parties endommagées du toit avec les outils d'Yves. Ils fabriquèrent des meubles avec du bois flotté. Ils installèrent un système de collecte d'eau de pluie à l'aide de seaux et de bâches récupérées. Théo apprit à reconnaître les plantes comestibles sur la lande. Inès tint un journal de la météo, comme un vrai gardien de phare. Noé devint un pêcheur redoutable, patient et silencieux comme la marée. Mais c'est ce que fit Léonie avec le poste de radio qui devint la pièce maîtresse de tout ce qui allait suivre. Elle avait continué d'écouter les fréquences chaque soir. Et petit à petit, elle avait compris comment le poste fonctionnait. Un soir, elle appuya sur le bouton d'émission et parla pour la première fois. Ici le phare de Kervadec. Est-ce que quelqu'un m'entend? Silence. Elle recommença le lendemain. Et le surlendemain. Et le 4e soir, une voix répondit. Kervadec, le vieux phare sur la pointe, c'est qui? La voix appartenait à un homme. Rauque, surprise, mais pas hostile. Léonie hésita. Puis elle dit la vérité. Je m'appelle Léonie. J'ai 11 ans. Je vis dans le phare avec 4 autres enfants. On est seuls. Mais on va bien. L'homme à l'autre bout de la radio s'appelait François Le Breton. Ancien pêcheur, 70 ans, qui habitait un hameau à 15 km du phare et passait ses soirées à écouter la radio maritime par habitude. Il avait connu Yves Kermer. Ils avaient pêché ensemble pendant des années. Quand François comprit ce que Léonie lui racontait, il ne raccrocha pas. Il n'appela pas la police. Il écouta. Et puis il dit, Yves m'avait prévenu. Il m'avait dit qu'un jour, un autre enfant viendrait au phare. Et qu'il faudrait que je fasse ce qu'il faisait. Qu'est-ce qu'il faisait? Demanda Léonie. Il protégeait, sans enfermer. François vint au phare 2 jours plus tard. Il apporta de la nourriture fraîche, des vêtements propres, du matériel médical de base. Il examina les enfants un par un avec la prudence bienveillante d'un homme qui avait élevé 5 enfants lui-même. Il ne posa aucune question sur leur passé. Il ne menaça pas de prévenir les autorités. Il dit simplement, « Je vais revenir chaque semaine. Vous avez besoin de quelqu'un qui veille sur vous de loin. Pas de quelqu'un qui vous ramène là-bas. » Les semaines devinrent des mois. François tenait parole. Il venait chaque mardi avec des provisions et des nouvelles du monde extérieur. Il apportait des livres scolaires pour que les enfants puissent continuer d'apprendre. Il répara la toiture. Il installa un petit panneau solaire qu'il avait récupéré sur un bateau désaffecté, assez pour alimenter le poste de radio et une lampe. Et surtout, il apporta un jour une nouvelle qui fit trembler Léonie. Yves est vivant. Léonie le regarda, sans comprendre. Il est dans une maison de retraite, à Douarnenez. Il a 87 ans. Il ne peut plus marcher. Mais il a toute sa tête. Et il m'a dit qu'il voudrait te rencontrer. Léonie sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Le gardien du phare existait. L'homme qui avait laissé la porte ouverte pour elle était encore là, quelque part. Pourquoi? Demanda-t-elle. François sourit. Parce qu'il dit qu'il a attendu 30 ans que quelqu'un rallume la lumière. Mais avant que cette rencontre puisse avoir lieu, quelque chose d'inattendu se produisit. Un matin de juillet, Léonie aperçut un drone au-dessus du phare. L'appareil tournait lentement, filmant la pointe sous tous les angles. Puis il disparut vers l'est. Léonie rassembla les enfants dans la pièce principale. Ils nous ont trouvés. La panique fut immédiate. Théo se mit à pleurer. Camille serra les poings. Inès commença à ranger ses affaires dans un sac. « Stop !» dit Léonie d'une voix calme qui surprit tout le monde, y compris elle-même. « On ne fuit pas. Si on fuit maintenant, on fuira toujours. » Elle monta au sommet du phare et alluma le poste de radio. Elle contacta François. « Ils arrivent. Un drone a survolé la pointe ce matin. » François fut silencieux un moment. Puis il dit, « Alors on fait les choses à notre manière. » Le plan de François était simple. Il contacta une journaliste de Brest qu'il connaissait depuis des années.
une femme sérieuse, spécialisée dans les sujets sociaux, qui avait enquêté sur les dysfonctionnements du système de protection de l'enfance en Bretagne. Il lui raconta l'histoire de Léonie et des enfants du phare. La journaliste s'appelait Morgane Jaouen. Quand elle entendit l'histoire, elle ne publia pas immédiatement. Elle vérifia. Elle consulta des dossiers. Elle contacta les foyers d'où venaient les enfants. Et ce qu'elle découvrit confirma ce que chacun d'eux avait raconté. Théo avait bien été placé chez un oncle qui n'avait jamais été évalué par les services sociaux. Inès avait signalé le harcèlement au centre éducatif à 3 reprises. Ces signalements avaient été classés sans suite. Noé avait officiellement disparu des fichiers. Sa famille d'accueil avait continué de toucher les allocations pendant des mois après son départ. Camille avait vécu quelque chose que la loi ne permettait pas de laisser impuni. Et personne n'avait bougé. Quant à Léonie, Madame Guérin avait bien orienté son placement vers une famille connue pour exploiter le système d'accueil. La procédure n'avait jamais suivi les protocoles légaux. Morgane Jaouen comprit qu'elle ne tenait pas simplement l'histoire de 5 enfants en fuite. Elle tenait la preuve d'une faillite systémique. Le jour où les gendarmes arrivèrent au phare, ils ne trouvèrent pas ce qu'ils attendaient. Pas des enfants terrorisés, affamés, en danger. Ils trouvèrent un lieu vivant, propre, organisé, un potager en pleine production, des étagères de livres annotés, un cahier rempli de leçons de mathématiques et de sciences naturelles, des murs couverts de dessins extraordinaires, des portraits d'enfants dont les visages rayonnaient de fierté et de force. Et au sommet du phare, une fillette de 11 ans qui les attendait, debout devant la lanterne éteinte, un carnet de croquis sous le bras. Le capitaine de gendarmerie, un homme de 50 ans nommé Le Gall, monta les 122 marches et trouva Léonie face à la mer. Léonie marchant. « Oui, tu sais qu'on te cherche depuis 3 mois. Je sais. Tu n'as pas peur. » Léonie se tourna vers lui. Ses yeux clairs ne tremblaient pas. « J'ai eu peur pendant 2 ans dans un foyer où personne ne me voyait. Ici, je n'ai plus peur. » Le capitaine Le Gall regarda autour de lui. Les dessins accrochés au mur de la salle de la lanterne. Les carnets d'Yves Kermer annotés par Léonie. Le poste de radio qui fonctionnait encore. Et par la fenêtre, les 4 autres enfants qui attendaient dans la cour, serrés les uns contre les autres, mais droits. Il redescendit et appela sa hiérarchie. La situation est plus complexe que prévu. Le même jour, l'article de Morgane Jaouen parut en ligne. Puis il fut repris par la presse nationale. Puis par la télévision. L'histoire des enfants du phare de Kervadec devint en quelques heures un sujet qui bouleversa la France entière. Pas à cause du sensationnel. Pas à cause du drame. À cause des dessins. Les dessins de Léonie furent publiés avec l'article. Ces portraits des enfants du phare, ces paysages de la côte bretonne, ces croquis du phare sous toutes les lumières. Des dessins d'une maturité et d'une beauté qui laissèrent les experts sans voix. Une galeriste parisienne déclara que le talent de Léonie était exceptionnel. Un éditeur proposa de publier un livre de ses illustrations. Des associations de protection de l'enfance demandèrent à utiliser ces portraits pour leur campagne. Mais surtout, ce qui toucha les gens, c'est ce que Léonie avait écrit dans le cahier d'Yves Kermer. La dernière entrée disait ceci. « On pensait que j'avais tout perdu. Et c'est vrai. J'ai perdu ma mère. J'ai perdu ma maison. J'ai perdu mon nom dans un dossier que personne ne lisait. Mais on ne perd jamais tout. On ne perd jamais la capacité de regarder autour de soi et de décider que le monde peut être meilleur qu'il ne l'est. On ne perd jamais la capacité de tendre la main à quelqu'un qui a encore plus peur que soi. Le phare n'a plus de lumière. Mais les enfants qui vivent ici en ont une. Et elle est plus forte que n'importe quelle ampoule. » Les réactions furent immédiates. Une enquête administrative fut ouverte sur les foyers et familles d'accueil impliqués. Madame Guérin fut suspendue de ses fonctions. L'oncle de Théo fut poursuivi pour mise en danger de mineurs. Les responsables du centre éducatif d'Inès furent convoqués. Et le dossier de Camille fut rouvert par un juge des enfants. Mais ce n'était pas tout. François Le Breton organisa la rencontre entre Léonie et Yves Kermer. Quand Léonie entra dans la chambre de la maison de retraite, elle trouva un très vieil homme assis dans un fauteuil face à une fenêtre qui donnait sur la mer. Ses mains étaient noueuses, ses yeux presque transparents de vieillesse. Mais quand il vit Léonie, quelque chose s'alluma dans son regard. « C'est toi, » murmura-t-il. « C'est toi qui as rallumé le phare. » Léonie s'assit à côté de lui. Elle posa le cahier de cuir, usé sur ses genoux. « J'ai continué votre journal, dit-elle.
Yves prit le cahier entre ses mains tremblantes. Il l'ouvrit à la dernière page. Il lut les entrées de Léonie, l'arrivée de Théo, d'Inès, de Noé, de Camille, les leçons, les repas, les tempêtes, les dessins. Quand il eut fini de lire, il ferma les yeux. 30 ans, dit-il. J'ai attendu 30 ans. Puis il rouvrit les yeux et regarda Léonie. Le phare est à toi, maintenant. Yves Kermer fit modifier son testament le jour même. Le phare de Kervadec et la maison du gardien furent légués à une fondation nouvellement créée, baptisée les Enfants du phare. La présidence d'honneur fut attribuée à Léonie Marchand. L'association reçut des dons de toute la France. Un architecte bénévole rénova la maison du gardien. Des enseignants volontaires vinrent donner des cours. Un médecin du village voisin assura un suivi régulier. Le phare devint officiellement un lieu d'accueil temporaire pour les enfants en situation de rupture avec le système de protection. Un modèle unique en France, né non pas d'une politique publique ou d'un rapport ministériel, mais de la détermination silencieuse d'une fillette de 11 ans qui avait décidé qu'aucun enfant ne devrait dormir seul dans la peur. Théo fut placé dans une vraie famille d'accueil, évaluée et bienveillante, à moins de 10 km du phare. Il continuait de venir pêcher chaque samedi. Inès retourna à l'école et commença des études de biologie marine. Elle disait que le potager du phare lui avait montré ce qu'elle voulait faire de sa vie. Noé fut adopté par François Le Breton. Le vieux pêcheur et le petit garçon silencieux devinrent inséparables. Camille obtint justice. Son dossier aboutit à une condamnation. Elle mit du temps à se reconstruire, mais les murs du phare l'avaient protégée assez longtemps pour qu'elle reprenne pied. Et Léonie? Léonie fut adoptée par Morgane Jaouen, la journaliste qui avait raconté leur histoire. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas calculé. Morgane avait simplement compris, au fil des semaines passées à enquêter sur cet enfant extraordinaire, qu'elle ne pouvait pas retourner à sa vie d'avant en sachant que Léonie n'avait personne. Un soir, elle lui avait dit « Je ne suis pas parfaite. Je travaille trop. Je mange n'importe quoi. Mon appartement est plein de dossiers empilés partout. Mais si tu veux bien d'une maison un peu bancale avec quelqu'un dedans qui te regardera dessiner chaque soir en trouvant ça magnifique, je suis là. » Léonie avait souri. Pour la première fois depuis la mort de sa mère. Un an plus tard, le phare de Kervadec accueillit sa 30e visite d'enfants en difficulté. Léonie venait chaque week-end avec Morgane. Elle montait au sommet de la tour, ouvrait le cahier d'Yves Kermer et ajoutait une entrée. Le soir de l'anniversaire de la fondation, les 5 enfants originaux se retrouvèrent dans la salle de la lanterne. Théo, Inès, Noé, Camille et Léonie. Ils regardèrent la mer ensemble, en silence. Puis Léonie ouvrit son carnet de croquis et leur montra son dernier dessin. C'était le phare de Kervadec, vu de la mer. Et au sommet de la tour, là où la lanterne était éteinte depuis 30 ans, une lumière brillait. Pas électrique, pas mécanique. Dessinait. 5 rayons de lumière, partant dans 5 directions différentes, portant chacun les initiales d'un enfant. Léonie referma le carnet et dit quelque chose qu'Yves Kermer avait écrit dans son journal en 1987. La lumière ne sauve pas les bateaux. Elle leur montre qu'ils ne sont pas seuls dans la tempête. Et quelque part, dans une chambre de maison de retraite face à la mer, un très vieil homme sourit dans son sommeil. Parce qu'il savait que la porte qu'il avait laissée ouverte 30 ans plus tôt n'avait pas été ouverte en vain. Le phare brillait à nouveau. Et cette fois, il ne s'éteindrait plus.